Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, on va parler de Francis Ngannou, on va parler de John Jones, Francis qui s'est longuement exprimé à The MMA Hour hier avec Ariel Helwani pour expliquer les raisons de son départ, et surtout on voulait revenir sur ce qui se passe généralement quand il y a des combattants qui partent, c'est il y a Dana White qui va dire bon, lui il n'avait pas envie de combattre, il n'avait pas envie d'être ici, bah vous n'avez pas envie d'être ici, vous pouvez partir. Et ensuite les fans qui commencent à dire oui, il a eu peur de John Jones, il a fui pour John Jones. Vous allez voir que Francis, au regard de tout ce qu'il a traversé, de tout ce qu'il a affronté, de tout ce qui s'est passé avant son départ de l'UFC, clairement la peur n'était pas le problème. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Francis Ngannou, on l'a vu prendre des risques monstrueux avec sa carrière et déjà dans sa vie, même dans sa carrière et avec les adversaires qu'il a affrontés. Le pari qu'il a fait en affrontant Cyril avec un genou en vrac, si ça, c'est pas une prise de risque maximale, je ne sais pas ce que c'est. Donc, de dire que Dana White dise en conférence de presse, ce qu'il a dit du coup il y a quelques jours, que Francis Ngannou en est à un stade où il n'a plus envie de prendre de risques dans sa carrière, après avoir pris littéralement le plus gros risque qu'il aurait pu prendre professionnellement, pour moi, ça n'a aucun sens. Déjà, en termes de volonté de vouloir, tu sais, un peu lancer les dés, etc., il a prouvé que Francis était joueur, mais il est joueur dans le sens où il a tellement confiance en lui et ses capacités qu'il n'hésite pas à y aller, en fait. Et alors, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, donc, c'est vrai qu'on le voit là de plus en plus. Et ça me fait, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire, et il y en a plein qui le disent sur les réseaux sociaux, que Francis a eu peur de John Jones. Alors ça, mais ça me... Comment voulez-vous qu'un gars qui a affronté Alistair Overeem, alors que c'était un de ses premiers combats à l'UFC, enfin, il commençait à monter. Il a affronté Alistair Overeem, il l'a quasiment décapité. Ensuite, il affronte sans avoir beaucoup d'expérience Stipe Miocic, qui était un mec qui littéralement mettait des KO en mettant avec des, tu sais, des 6-inch punch contre Fabricio Werdum. C'est un mec, Francis, qui a affronté absolument tous ceux qu'on a mis devant son chemin. Donc, il a même affronté, tu vois, si c'était une question de skill, une question de compétence, une question de, ah ouais, quand c'est des strikers, forcément, là, il peut se débrouiller. Mais bon, quand il y a des lutteurs ou des gars qui peuvent le mettre un peu mal, bon, bah là, il n'ose plus y aller. Il a affronté 2 fois Curtis Blades, qui était littéralement le pire match-up possible pour lui. Même Stipe Miocic, en soi, après le premier combat, il aurait pu flipper parce que Stipe Miocic lui a donné une leçon dans le premier combat en lutte, en termes de gestion de l'énergie, etc. Et pourtant, lors du deuxième combat, il est arrivé, il a vu et il a explosé, il a vaincu. Donc, j'ai du mal, là, dans le passé de Francis Ngannou, j'ai du mal à voir une seule instance qui permettrait de déduire qu'il a peur de quoi que ce soit et qu'il n'a pas envie de prendre quelque risque que ce soit. Ça me paraît délirant de dire ça, mais je le vois vraiment dans beaucoup d'endroits et de manière assez régulière, quoi. C'est fou. Non, mais je pense que ce qui se passe aussi, c'est que la machine se met un petit peu en marche à partir du moment où le combattant quitte l'UFC, où forcément faut un petit peu le dévaloriser. Parce que là, ce qui se passe clairement, c'est que Francis, quoi qu'on en dise, hein, il était dans une relation, même si c'est vrai qu'il a fait les bonnes choses, on va dire, c'est ce qu'on disait avec Big Rusty précédemment, quand on était en mode, il est présent aux événements, il fait des apparitions, je crois, pour Hollerhead, qui est un des sponsors de l'UFC aussi, il était aux premières loges pour certains des gros combats, dont le dernier combat d'Israël Adesanya, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il était quand même en conflit un petit peu avec l'UFC, là il part de l'UFC, donc forcément, du côté de l'UFC, on peut pas faire partir le gars en mode, c'est le meilleur poids lourd de la planète, alors que vous avez votre title fight qui arrive en mars, et ensuite les fans prennent possession un petit peu de ça. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment dommage. Mais le problème aussi, je pense, c'est que tout ce que voulait Francis, et c'est son coach qui l'a dit à Eric Nicksick lors d'une interview à The MMA Hour, malgré ce que l'UFC lui a proposé, il a dit je peux pas accepter ce contrat-là parce que si je l'accepte, c'est que je suis un autre vendu, parce qu'il y avait des sujets qui étaient importants pour Francis, comme par exemple l'assurance maladie pour les combattants, ce genre de choses qui, à mon avis, je pense vraiment, ne résonnent pas spécialement du côté des fans, tu vois. Celui qui va acheter son pay-per-view, ça lui parle pas forcément ça. Il va juste se dire, bon t'avais, comme ce qu'a dit Dana White, on te proposait un contrat
qui aurait fait de toi le poids lourd le mieux payé de tous les temps à l'UFC. Ça, c'est peut-être ce qui résonne pour les fans. Après, les autres choses, par exemple, le fait que Francis voulait aussi du sponsoring dans son contrat et que l'UFC lui a dit « nous, on fait pas ça », je pense que les fans, enfin, de leur côté, ça va pas forcément cliquer. Donc je pense aussi qu'il y a ça qui fait qu'il y a, je vais pas dire un décalage, mais tu vois, peut-être que les fans rajoutent une pièce de ce côté-là, et c'est malheureux pour Francis parce qu'on sait tous, enfin, si vous écoutez les interviews, vous connaissez un peu Francis, que le côté peur ne joue pas du tout là-dedans. Bah non, et pour une raison simple, c'est que la peur, Francis est la peur en fait. Je lisais ce matin un article de Matt Brown qui écrit maintenant aussi sur MMA Fighting et il résumait très bien les choses par rapport à ce que tu viens de dire. Il disait, Matt Brown, qui est un ancien combattant de l'UFC, si jamais il y en a qui ne le connaissaient pas, il disait, ben, c'est très simple. En fait, quand il fait ça, Dana White, c'est-à-dire quand il dévalorise et qu'il dégrade un petit peu des combattants qui du coup sortent de l'UFC, c'est parce qu'il sait que lorsqu'il dit ça, ça va être repris par des centaines de milliers de personnes qui sont plutôt casual. Donc, ce qu'on appelle casual, c'est qui regardent un petit peu de loin le MMA, donc qui connaissent les plus grandes stars, qui connaissent, mais qui aiment bien quand il y a des conférences de Dana White, etc. Et il sait qu'il s'adresse à ces gens-là puisque ce sont eux qui, comme ce sont pas eux qui vont approfondir les sujets et qui vont aller s'intéresser à véritablement la personnalité de différents combattants, etc., lire des articles sur qu'est-ce qui les motive, etc. Bon, bah, c'est sûr que pour eux, c'est très simple, le MMA. C'est très simple, les motivations des uns et des autres. Et si lui ne veut pas combattre lui, c'est que lui a peur, tu vois. Et donc, bah, c'est ce qui se passe. Et c'est probablement, j'imagine, c'est des gens comme ça, des casuals qui viennent et qui commentent sur les posts. Parce que sinon, voilà, personnellement, je comprends pas quelle autre raison il pourrait y avoir pour ceux qui connaissent Francis et son parcours de dire qu'il a peur de quoi que ce soit. Donc, Ouais, exactement. ouais. Bah, et de toute façon, je sais pas si on avait déjà abordé ça, mais c'est vrai que par rapport aux autres ligues américaines, et c'est très important, par exemple, là, vous voyez, Dana White, il a fait une interview sur la chaîne The Ultimate Fighting Championship à propos du lancement de Power Slap, et on lui posait la question Ouais. en termes de... parce qu'avec Rusty, nous y opposons farouchement au Slap Fighting Championship, surtout pour une organisation comme l'UFC, qui vise quand même à protéger l'intégrité des combattants. Là, on est dans une situation où Dana White expliquait, attention, mais rendez-vous compte, dans un combat de MMA ou dans un combat de boxe, les gars se prennent 200, 400 coups. En power slap, il y en a que 3 à 5 par événement. Alors que, comme l'a dit très justement Rusty lors d'une discussion qu'on avait, bah, sauf que la différence, c'est quand, dans les sports de combat, enfin, normalement, vous essayez de vous protéger. Là, les mecs envoient des parpaings de l'espace et vous les encaissez. Vous essayez de les encaisser, en tout cas, sans broncher. Mais bref, tout ça pour dire que quand Dana White prend la parole, c'est le chef de l'UFC, le chef d'entreprise de l'UFC qui prend la parole. Donc c'est vrai que, comme quand le patron, le commissionneur de la NBA prend la parole, le commissionneur de la NFL prend la parole, on n'est pas censé, ou même le boss de la FIFA, on n'est pas censé douter de tout ce que les mecs disent. C'est censé être, si vous voulez, quasi des communiqués de presse en bon bah écoutez, on a fait tant d'audience, voilà. Donc c'est vrai que quand vous êtes à la place du fan, vous n'êtes pas censé remettre en question, remettre en doute chaque fois que Dana White va parler parce que c'est la voix de l'UFC. Donc c'est ça qui est aussi difficile. Alors qu'on sait que, enfin, si vous suivez le MMA et que vous êtes un petit peu des fans hardcore, vous savez que Dana White a aussi un rôle. Je vais pas dire vraiment d'acteur, mais on est à la limite un petit peu de la WWE là-dessus où c'est un personnage aussi du jeu quelque part UFC qui va hyper les combattants, qui va faire que oui ou non, il va par exemple quand vous voyez que Ankalaev contre Blachowicz ne tient pas ses promesses, il y a Dana White qui arrive qui fait bah clairement au bout du 3e round j'étais plus là, on va faire heel contre Glover Teixeira au Brésil. Des trucs que n'importe quel chef d'entreprise normal ne ferait pas parce qu'il n'y a pas tout ce côté. Dana White est aussi un personnage important de l'UFC. Voilà, Birosti. Ouais, non, non, c'est clair. Et puis, il défend les intérêts de son entreprise, quoi. Et une fois que tu le vois sous ce prisme-là, bon, bah, tu dis évidemment qu'il n'est pas objectif, évidemment qu'il l'oriente d'une manière qui va donc aller dans le sens des intérêts de l'UFC. Et si ça ne va pas dans l'intérêt de l'entreprise, bah, on va trouver un moyen, tu sais, sémantiquement de détruire le truc. Donc, ouais, voilà, enfin, vraiment, j'ai envie de dire, c'est presque juste un autre lundi à l'UFC pour Dana White, parce que ça,
le fait qu'il fasse ça, ça fait des années, si ce n'est des décennies qu'il le fait. Donc bon, c'est juste que c'est bien de rappeler que voilà, doutons et prenons toujours avec un peu avec des pincettes ce qui est dit par le boss de l'UFC dans des conférences de presse à propos de combattants pour lesquels visiblement il y a du bif quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, Big Rusty, moi, ce que j'attends avec impatience, Francis a dit possiblement un retour en boxe anglaise au mois de juillet, c'est d'avoir l'officialisation de la suite pour lui, parce que c'est vrai que, en fonction de ce qui va se passer, on en avait déjà parlé, et ben, on pourrait voir vraiment qui a, entre guillemets, gagné ce pari, ce bras de fer, parce que si Francis était amené à combattre soit Anthony Joshua, soit un Deontay Wilder, ce serait extrêmement lucratif pour lui, directement sportivement aussi, même si il n'a aucune chance contre l'un des deux, qu'on se le dise bien, ça montre qu'il a raison d'aller là où il veut aller parce que directement il aurait ce combat, je sais pas moi, 20, 30, 40 millions de dollars. Par contre, tu vois, si c'est un combat un petit peu de moins haut profil ou s'il se retrouve dans une ligue un petit peu plus exotique, il en a pas parlé, comme le BKFC, ça voudra dire aussi, mine de rien, que l'attrait je suis champion UFC veut vraiment dire énormément dans les négociations. Non, c'est clair. Et pour finir là-dessus, c'est vrai que je ne sais pas si ouais, tu as dû l'écouter aussi, l'intervention chez Ariel Wani. Mais moi, ça m'a fait mal au cœur en fait d'apprendre que il était chaud pour un deal de 3 combats. Mais c'est juste que l'UFC ne voulait pas ce deal de 3 combats. Ça m'a tellement fait mal au cœur. Big Rusty. Alors là, j'aime bien quand ça part en Y comme ça. Qui t'arrive là? Ah ouais, bah qu'est-ce qui m'arrive? Bah je vais te faire redescendre tout de suite, mon petit. Non, je plaisante. En gros, je comprends complètement Francis avec le deal de 3 combats, mais je me mets à la place de l'UFC, et en fait, c'est là tout. C'est pour ça que tout a capoté. T'es à la place de Francis, évidemment que tu fais ce deal de 3 combats où t'affrontes 2 fois le GOAT, plus une fois Stipe Miocic. Autant te dire les 3 plus gros combats possibles à faire, peut-être de tous les temps à l'UFC, parce que si Francis est amené à battre John Jones, bah là, c'est vraiment une superstar, le mec. Et ensuite, il fait la revanche contre John Jones, qu'aura ensuite gagné entre temps, bref. Vous pouvez faire des dingueries avec ça. Que Francis veuille ces 3 combats-là, je comprends. Mais Francis qui veut ces 3 combats-là, il bat les 3 mecs et après il dit bon bah ciao, je pars en boxe anglaise. Pour l'UFC, je peux comprendre qu'il est très mauvaise. Donc tu vois, en fait c'est un peu. Je pense que ça aurait été possible clairement pour Francis d'avoir ces 3 combats. Je pense que c'était le plan. Mais le problème, c'est que l'UFC, à mon avis, ça fasse partie d'un deal de au moins 5 quoi. Exactement, je pense que l'UFC c'était ça comme ce qu'a fait John Jones où tu prolonges pour 8 combats et l'UFC ils savent que même si le mec fait un run ultra légendaire en lourd, bah ils l'ont toujours sur le côté parce que le gars va pas partir. Oui, pour John Jones, là, un run de 8 combats, un deal de 8 combats, ça veut dire que voilà, il finit sa carrière à l'UFC, c'est sûr et certain. Non, je disais ça dans le sens pour Francis. Déjà, premièrement, ça résume un peu notre podcast, puisque s'il était chaud pour un deal de 3 combats dans lequel il affronte 2 fois John Jones, je vois pas à quel moment il a peur de John Jones. Mais c'était en mode, il était chaud, pour continuer son run en tant que champion. Il était très très chaud. C'est juste que il y avait des conditions. Par exemple, l'assurance santé pour les combattants, ça, à moins qu'il n'y soit contraint et obligé, mais c'est pas Francis qui aura ce levier tout seul, malheureusement. Jamais ils le feront. Donc bon, ça me fait juste chier de me dire, on aurait pu avoir ces 3 combats-là, tu vois. C'est ça qui me fait chier. Entièrement d'accord. Non, on aurait pu et c'est vraiment. Enfin, de toute façon, quand vous regardez, que ce soit l'UFC, que ce soit Francis, sur le papier, les deux étaient d'accord pour continuer ensemble. C'est juste qu'il y avait des conditions sine qua non à la prolongation de cette collaboration qui faisaient que c'était impossible d'un côté comme de l'autre. Parce que soit l'UFC ouvrait une brèche qui était, si vous êtes du côté de l'UFC, alors là, vous ne vous en sortez plus jamais, parce que chaque fois que vous allez avoir un combattant de haut profil qui va vouloir prolonger, vous allez être obligé de craquer parce qu'il y aura le précédent Francis. Du côté de Francis, après tout ce qu'il avait dit, toutes ces années de négociation, toutes ces prises de parole, si Francis acceptait le deal UFC, ça voulait dire que mine de rien, personne ne pouvait faire craquer l'UFC, et que quelque part, tout ce qu'il avait fait toutes ces années de sacrifice, je vais pas dire non, n'aurait servi à rien, mais quand même c'était un petit peu compliqué de sortir la tête haute de tout ça. Et donc là finalement, je peux dire que c'est peut-être la meilleure chose possible, mais en tout cas, que ce soit du côté de l'UFC qui reste inflexible, ou Francis qui mine de rien aura été au bout de son pari, les deux sortent quand même assez, je vais pas dire grandis, mais tu vois, ils sont restés sur leur position jusqu'au bout. Voilà. Certes. Parfait. Big Rusty, shout out à ma Sweet Pea. Ma Sweet Protein, il y a les soldes en ce moment sur tout MyProtein, donc avec le code la sueur, vous avez jusqu'à moins 42%
sur tout MyProtein. Moi, je me suis pris ça, moi. C'est la vie. Oui, exactement, pour avoir des abdos en acier comme Big Rusty. N'hésitez pas, c'est sur MySweetPea. See ya. I'm fucking coming for you!